vous écoutez l'épisode 3 de Bonheur et Coccinelle, le podcast qui vous aide à choisir votre vie et à déployer vos ailes. Je suis Sandra Morel-Bordenave, sophrologue et formatrice en entreprise, et je souhaite partager ici, avec vous, mes découvertes, mes outils, mes trucs et astuces pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Bonheur et Coccinelle est un podcast publié chaque vendredi. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique Le podcast. Si j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du burn-out, c'est parce que j'entends de plus en plus ce terme dans mon quotidien, que ce soit dans mon cabinet de sophrologue, en entreprise lorsque j'anime des formations, ou bien encore au cours de conversations avec mes proches. Alors je me suis rendu compte que ce vocable est utilisé très fréquemment, et peut-être sûrement un peu trop d'ailleurs. C'est pour cette raison que dans ce 3e épisode, j'aimerais revenir sur 3 points. Vous donner dans un premier temps un élément de définition sur lequel les chercheurs ont réussi à s'accorder, ce qui n'est encore à ce jour pas si simple. Vous donner ensuite les facteurs de risque conduisant à coup sûr à un burn-out. Et enfin, vous expliquer pourquoi, à mon sens, on ne peut retenir le burn-out comme maladie professionnelle. Alors commençons par définir ensemble ce qu'est le burn-out. L'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, et l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, à la demande du ministère du Travail, ont été missionnés en mai 2015 pour tenter de clarifier ce qu'est le burn-out et ce qui ne l'est pas. Ce terme a été posé dans les années 70 pour décrire l'épuisement au travail des professionnels de l'aide et du soin. Ce concept a donné lieu à de nombreux travaux de recherche qui ont conduit à plusieurs définitions, et non pas une seule très claire et précise. Cependant, toutes ces définitions sont convergentes sur au moins un point. Le burn-out se traduirait par un état d'épuisement professionnel, émotionnel, physique et psychique, ressenti face à des situations de travail émotionnellement exigeantes. Selon Maslach et Leiter, le burn-out s'apparenterait à l'écartèlement entre ce que les gens vivent et ce qu'ils doivent faire. Il représente une érosion des valeurs, de la dignité, de l'esprit et de la volonté, finalement une érosion de l'âme humaine. C'est une souffrance qui se renforce progressivement et continuellement, aspirant le sujet dans une spirale descendante dont il est difficile de s'extraire. Alors une fois cette définition posée, on peut se poser la question de ce qui arrive lorsque le burn-out nous gagne. Eh bien, 3 événements surviennent. Dans un premier temps, on va se sentir chroniquement épuisé. Puis, on va devenir cynique, voire détaché de son travail. Et enfin, on va se sentir de plus en plus inefficace dans son job. Le burn-out n'est pas officiellement répertorié comme une maladie psychiatrique nouvelle, mais de par la spirale qu'il provoque, il peut conduire à un basculement dans la maladie, à savoir la dépression ou bien une autre maladie somatique, à la désinsertion sur le plan professionnel, social et familial. Alors quels sont les symptômes qui constituent le burn-out ? Eh bien, ils sont au nombre de 5 et ils vont se cumuler. Tout d'abord, des manifestations émotionnelles. L'épuisement ressenti conduit à une perte de contrôle, qui peut se manifester par des peurs, des angoisses, voire des tensions. Deuxième manifestation, d'ordre physique. Les plus fréquentes sont les problématiques de fatigue. Il y a un manque de sommeil ou bien un sommeil non réparateur. On va retrouver aussi des douleurs, notamment au niveau du dos, des cervicales, des nausées, des maux de tête, des maux de ventre. Et on va pouvoir aussi constater parfois une perte de poids ou bien une prise de poids très soudaine. Troisième type de manifestation, des manifestations d'ordre cognitif. Là, on va retrouver les difficultés à se concentrer, à réaliser plusieurs tâches simultanément, mais aussi à discerner et à prendre des décisions. Ensuite, on va retrouver des manifestations d'ordre comportemental. La personne en burn-out va s'isoler socialement, se replier sur elle-même, ou bien avoir un comportement agressif, voire violent. Comme elle est moins capable d'empathie,
cette personne sera moins disponible pour écouter les problèmes des autres. Et ainsi, elle va les traiter de façon très détachée, comme si c'était des objets. Par exemple, un personnel soignant, victime de burn-out, eh bien finalement ne va plus considérer ses patients comme des personnes, mais comme des objets, et elle va ainsi les considérer comme des cas, comme des dossiers. Afin de faire face à cette tension, eh bien parfois ces personnes vont glisser vers des comportements addictifs. On va retrouver le tabac, l'alcool, la drogue ou encore les tranquillisants. Et enfin, on va retrouver des manifestations d'ordre motivationnel. Là, la personne victime de burn-out va se sentir donc dévalorisée et petit à petit, elle va perdre sa motivation. Elle va finir par se désengager parce qu'elle va penser qu'elle n'est plus capable de faire correctement son travail. Alors maintenant qu'on a défini le burn-out ainsi que ses symptômes, les 5 symptômes, nous allons voir ensemble les ingrédients qui vont constituer la recette miracle pour conduire à coup sûr au burn-out. Jean Garneau, dans son ouvrage Le burn-out, prévention et solutions, dénombre 4 ingrédients indispensables pour conduire au burn-out. Je vous propose maintenant de vous les présenter. Le premier ingrédient, c'est le fait de nier ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'imaginer, être convaincu que l'on a un réservoir d'énergie, de compétences absolument inépuisable et que donc on va pouvoir répondre absolument à tout pour tout le monde. Deuxième ingrédient, c'est ne pas tenir compte de ses alertes, et notamment physiques. Pour répondre aux demandes des autres, eh bien, nous allons complètement faire abstraction de tous les signaux d'alerte que notre corps va pouvoir nous envoyer. Tout cela pour nous mettre à la disposition des besoins des autres, sachant qu'on va nourrir des relations qui vont être non réciproques dans la plupart des cas. C'est-à-dire qu'on va se mettre à la disposition de personnes qui ne vont pas du tout nous accorder ni retour ni reconnaissance. Troisième ingrédient, c'est que l'on va mal définir sa valeur personnelle. Finalement, la personne va se valoriser uniquement par rapport à sa générosité. Et ainsi, elle ne va se définir qu'au travers des besoins d'autrui, faisant totalement, là encore, abstraction de ses propres besoins. Et donc, dernier ingrédient, qui est consécutif au précédent, c'est que la personne victime de burn-out néglige ses vrais besoins. Le candidat au burn-out va travailler ardemment à se faire apprécier non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Donc il va mettre en avant ses performances et mettre complètement de côté son besoin fondamental d'être aimé. Alors, la question qu'évidemment on va se poser, c'est le burn-out, maladie professionnelle ou pas? Alors vous connaissez ma réponse, je vous l'ai déjà donnée en introduction, mais regardons un peu plus précisément. Benoît Hamon a tenté il y a quelques années de cela déjà de faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, mais il n'y a pas réussi. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, et ça moi je le constate quotidiennement dans mon cabinet auprès des personnes que j'accompagne qui sont victimes de ce syndrome d'épuisement professionnel, eh bien en fait ces personnes s'écroulent évidemment parce qu'elles ont beaucoup de travail, elles sont surinvesties dans leur travail, mais aussi parce qu'en fait elles n'ont pas réussi à se préserver un équilibre sur le plan personnel. Je veux dire par là que quand on commence à creuser sur le plan personnel, sur cette sphère privée, eh bien on va constater qu'au plan familial, dans le couple, au niveau des amis, des loisirs, eh bien il n'y a absolument pas d'équilibre et que très souvent, bien dans cette sphère-là, il y a très peu d'énergie et de temps consacré à la famille, le couple, les loisirs et les amis. Dès lors, la personne va se surinvestir dans son travail en espérant être reconnue par ce qu'elle fait. Malheureusement, elle met de côté ce dont en fait elle a profondément besoin, mais qu'elle ignore, c'est son besoin d'être aimée, qu'elle pourrait nourrir en réalité dans sa sphère personnelle, sauf que comme cette sphère personnelle est presque inexistante, et bien du coup, elle passe totalement à côté de ses propres besoins. Et c'est là, vous l'aurez compris, que quelqu'un qui est victime de ce syndrome d'épuisement professionnel, eh bien il ne va pas sombrer uniquement à cause de son travail, mais bel et bien parce qu'il y a un déséquilibre entre la sphère personnelle et professionnelle. Néanmoins, ce que l'on peut reconnaître, c'est que le travail, ce
Ce surinvestissement dans la sphère travail sera sans nul doute le déclencheur de la chute pour cette personne. Alors cette semaine, comme exercice pratique, je vous propose de mesurer votre propre niveau d'épuisement professionnel grâce au test mis au point à cet effet par Christina Maslach. Vous le trouverez en fichier à télécharger sur les notes de cet épisode sur mon site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. N'hésitez évidemment pas à partager vos commentaires, vos questions sur cette même page. Je ne manquerai évidemment pas de vous répondre. Suivez l'actualité de Bonheur et Coccinelle sur Facebook sous l'identifiant Bonheur et Coccinelle en un seul mot. Et partagez ce podcast avec vos proches, vos amis si vous pensez qu'il peut les intéresser ou leur être utile. Merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité et rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode.